Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce 3e épisode. J'ai une invitée spéciale, Myriam Kalimalone, plus connue sous le nom de Madame la Présidente, que tu as fondée en 2017 avec comme premier objectif de réinventer les codes dépassés de la beauté. Tu es également et surtout maman de 3 enfants et c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui car tu es la première femme de ce podcast et j'espère que ça en appellera d'autres bien évidemment. J'ai à cœur d'explorer tout ce que tu as su mettre en place en prenant compte cette charge mentale qu'on ne met pas assez en avant à mon goût. Myriam, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Arthur, quelle introduction, je vais très bien. Parfait. Aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet comme à mon habitude. Et que tu me parles un petit peu de ton parcours pour savoir comment déjà t'en es arrivé à où tu en es aujourd'hui. Alors mon parcours est un peu atypique, mais comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai fait des études en histoire de l'art, j'ai été diplômée et j'ai commencé à travailler dans l'art. Je n'ai fait que ça jusqu'à ce que je crée Madame la Présidente. J'organisais des expos un petit peu partout dans le monde et après j'ai pris la direction d'un centre culturel dans le 93 dont je suis issue. Madame la Présidente, tu sais que quand on me pose la question, je sais quasiment plus comment l'idée m'est venue. Je sais juste que moi, je suis partie travailler aux États-Unis pendant 2 ans dans le cadre de mon travail dans l'art. Que là-bas, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux au naturel. Alors mes cheveux bouclés, certes, voilà, j'ai les cheveux bouclés, mais j'ai appris à prendre soin de mes cheveux au naturel là-bas et à les aimer et à en être fière. Et en revenant à Paris au bout de 2 ans, je suis retombée dans ce néant de propositions pour les filles qui avaient les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire qui voulaient du naturel, qui voulaient arborer leurs cheveux fièrement et qui voulaient des produits efficaces. Donc l'idée a germé petit à petit pendant que j'avais la direction du centre culturel de Pierrefitte. Ok. Et c'est à ce moment-là, donc là, on est en quelle année ? On est en 2015, entre 2015 et 2016, puisque j'ai lancé la société en 2017. Donc 2016 peut-être, tout en 2015. Et comment t'es venu du coup cette envie de te lancer ? Parce qu'on ne l'évoque pas assez, mais on a souvent des projets plein la tête, notamment quand on est dans le salariat. Et forcément, y a la balance avantages-inconvénients. Et des fois, les inconvénients, les pensées limitantes nous bloquent. Et du coup, on a du mal à franchir le pas. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi du coup à te lancer, sachant que à ce moment-là, tu avais déjà les enfants ? J'avais déjà 3 enfants, Bah dont oui. un bébé. Ouais. C'est ça, donc ça, on va y venir, ne t'inquiète pas. Mais comment, du coup, tu as réussi à dire « je me lance » ? Je pense que c'est un concours de circonstances. Alors déjà, moi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours voulu entreprendre sans jamais le faire parce que j'estimais pas avoir la bonne idée, que c'était pas assez abouti, etc. Il y a plusieurs facteurs. Le facteur numéro 1, c'est que je trouvais pas les produits dont j'avais besoin. Et je trouvais ces produits-là à l'étranger et c'était hyper frustrant pour moi de devoir les acheter sur Internet et d'attendre 15, 20, un mois pour les recevoir. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à beaucoup m'ennuyer à mon travail parce que j'avais une direction qui me suivait pas dans mes envies dans mes ambitions artistiques pour la ville. Donc c'était très frustrant pour moi et j'aime pas être frustrée. Troisième chose, en fait, il y a vraiment des choses toutes bêtes. Par exemple, tu vois, j'ai déjà raconté ça fait beaucoup rire les gens. C'était la période où Donald Trump a été élu. Enfin, tu vois, il avait été élu quelques temps avant. Et je me suis dit, si un crétin comme ça arrive à être à la tête d'un pays aussi grand que les États-Unis, pourquoi je pourrais pas monter ma société, en fait ? Et après, je sais pas, il y a un moment, il y a un moment de ma vie où j'ai arrêté de réfléchir, en fait. Et bêtement, ça m'a beaucoup aidée. Parce que j'ai arrêté de me poser trop de questions, de me dire que j'allais pas y arriver. Je me suis mise à foncer tête baissée. Et ça m'a vachement aidée. Tu as créé donc les statuts. Tu as été toute seule ou dès le début, tu t'es fait accompagner ? Parce qu'on sait que dans le 93, en Seine-Saint-Denis, on a la chance aussi d'avoir énormément de structures qui peuvent nous aider justement en termes de ressources à avancer peut-être plus rapidement que tout seul dans son coin. Non, évidemment, j'ai été accompagnée dès le départ. J'ai été chercher une structure qui s'appelle La Miel, d'ailleurs. Tu sais, moi, je ne savais même pas faire un business plan. J'ai vraiment... Enfin, le business et moi, enfin, la compta et moi, c'est... Bref, moi, j'avais des idées, mais j'avais absolument pas la structure pour le faire. Donc, j'ai été accompagnée par cette structure qui m'a appris à faire un business plan, qui m'a appris à découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et petit à petit, j'ai fait grandir Madame la Présidente comme ça.
Parce que tu me parles beaucoup des États-Unis, tu avais tout sur place pour justement tes cheveux, prendre soin de tes cheveux, etc. Ce que tu n'as pas retrouvé en France. Est-ce que ça a été un booster pour toi quand tu es revenu du coup en Île-de-France ou tu y es allé et tu n'as pas été surprise plus que ça et au final ça n'a peut-être pas joué dans ta création de boîte derrière? Non, ça a été complètement... ça a été un game changer dans ma vie, de manière globale. C'est que je suis arrivée aux États-Unis, ils ont une manière tout à fait différente d'appréhender la vie, d'appréhender les choses. On peut les critiquer autant qu'ils veulent, mais ils inculquent l'esprit entrepreneurial dès le plus jeune âge à leurs enfants. Et moi, en arrivant là en tant qu'adulte, avec toutes mes insécurités, avec toutes mes problématiques, avec tous mes doutes, j'ai fait une psychanalyse express en vivant là-bas, en fait. J'ai commencé à me sentir hyper bien dans ma peau, à comprendre que tout était possible. Donc non, vraiment, les États-Unis, cette période New York, parce que c'est même pas les États-Unis, moi j'étais vraiment à New York pendant 2 ans. Cette période New York, pour moi, a été un nouveau départ et le début d'une nouvelle vie, ouais. Bon, en plus, tu étais à New York, donc c'est vraiment un peu la côte Est où beaucoup de choses se passent d'un point de vue business, financier, etc. Mais c'est ça, et c'est hyper cosmopolite, et tout le monde te laisse vraiment ta chance. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des choses incroyables. Je vivais à Brooklyn et je bossais à Harlem. Ouais. Et je me rappelle un soir, en sortant du travail, je passe à côté d'un taxiphone. Il y avait une chanteuse qui était dans un taxiphone assise avec un producteur, et le producteur était en train de l'entendre chanter pour potentiellement la mettre... tu vois, c'est des trucs que à mon sens, que tu ne verrais à cette époque, que tu ne voyais pas en France en tout cas. Donc les États-Unis ont tout changé pour moi. Et du coup, si on devait revenir un petit peu dans le passé là, avant d'aborder des faits plus récents, toi, qu'est-ce qui a fait que tu es parti déjà aux États-Unis et qu'est-ce que tu faisais avant de partir en France? Avant de partir aux États-Unis, j'organisais des salons d'art contemporain dans 5-6 pays différents, en Russie, en Autriche, à Paris bien sûr, au Jardin des Tuileries, à Londres et à New York. Ma mère est tombée très 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 malade, très malade. Donc j'ai arrêté de bosser. J'ai pris un job de nuit en tant que serveuse pour pouvoir être avec elle à l'hôpital la journée, pendant plusieurs mois. Par chance, elle s'en est sortie. Il y a eu des longs mois de rééducation, très longs, très durs. Et une fois qu'elle a été sortie d'affaires, j'ai eu le besoin de m'éloigner de tout, en fait. Je l'ai laissée avec le reste de ma famille et donc j'ai décidé de partir aux États-Unis. Voilà. Ok, ça veut dire pendant les 2 ans, toi, tu la voyais pas Si, je rentrais hyper régulièrement. Okay. Je l'ai fait venir aussi. Génial, ça. Ouais, elle avait déjà fait les États-Unis avant? Jamais. Jamais de la vie. C'était un rêve absolu pour elle. Elle est venue passer 1 mois et demi avec moi. L'ancienne génération qui voyage pas en dehors du bled. C'est exactement ça. Elle a passé 1 mois et demi avec moi. Je la voyais régulièrement, mais je savais qu'elle était entre de bonnes mains avec mes frères et sœurs, mon père, etc. Et moi, j'ai pu me reconstruire après cet épisode un peu douloureux. Ok, et t'es partie du coup avec les enfants? J'avais pas d'enfants encore. T'avais pas encore? Non, moi j'ai rencontré mon mari. Mon mari est américain, je l'ai rencontré aux États-Unis. On s'est mariés. Ouais. Et mon premier fils est né à Paris, mais je suis rentrée en France à 8 mois de grossesse parce que je voulais qu'il naisse en France. Et pourquoi? Parce que la France, c'est mon pays et que je connaissais pas bien les règles américaines et que ça me faisait flipper. Je suis un peu... Parce que moi, concrètement, j'entends tout le temps, tu te fais une fracture, je sais pas, du coude, tu vas dans un hôpital américain, tu ressors de là, si tu fais une nuit, c'est $10,000, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'allais faire une échographie, j'ai une grossesse compliquée, je faisais une échographie toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, je recevais une facture de $1 700. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas... Il y a un système de mutuelle pour la petite aparté là-bas ou... Probablement, moi j'y suis allée vraiment à l'arrache. Donc j'avais rien mis en place. Tu connaissais pas trop le mode carry au niveau de la... Je suis arrivée avec ma valise, j'avais un pote américain là-bas qui m'a trouvé ma première coloc. Et après tout le reste... c'est génial, t'es partie du coup pour y travailler et t'es revenue du coup avec le mari, un premier enfant... C'est du beau storytelling. Parce qu'au final, c'est un peu la base de ton projet, ce voyage aux States. Évidemment, oui, mais c'est ce que je te dis. Hein. Vraiment, ça a été un changement total pour moi.
Petite question déjà pour revenir du coup à la marque. Est-ce que tu as eu un apport, est-ce que tu as mis de l'argent dans l'entreprise ou tout de suite tu as eu des financements ou des aides, des différentes structures qu'on peut avoir autour de nous? Là, je te parle de ça parce que ta marque aujourd'hui, on va y venir. Bon, t'es plus au début, quoi. T'as pas mal de salariés, t'as une grosse équipe. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le début. Tu vois, parce que les gens vont découvrir très rapidement qui tu es, là, via les réseaux sociaux, etc., où tu communiques pas mal. Mais au début, du coup, ça a été quoi les freins? Il y en a eu énormément, mais encore une fois, je pense que c'est les freins que tout le monde rencontre. Déjà, j'avais quasiment pas d'argent. Moi, je pense que j'ai mis 2 000 à 3 000 euros. C'était les seules économies que j'avais. Le papa de mes enfants ne bossait pas, puisqu'il arrivait fraîchement des États-Unis. Il n'avait même pas encore ses papiers, etc. J'avais 3 enfants. Parce qu'il il a fait le choix de te suivre. C'est ça. Oh, c'est beau, ça. Non, c'est beau. C'est beau parce qu'on a souvent l'inverse. Mais je suis une fille hyper sympa. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'inverse, tu vois, dans les histoires de... le mari bouge beaucoup, du coup, un jour, on a décidé de partir avec les enfants. Donc, c'est beau aussi d'écouter l'inverse, mais je te laisse continuer. Ouais, donc très peu d'argent de côté. J'étais passée devant des jurys qu'on connaît tous, Initiative, tout ça, pour avoir pour pitcher. On m'a reçu assez vertement plusieurs fois, jusqu'à ce que j'aille dans le 93. Une fois, je suis tombée face à un jury je sais pas, il y avait 8 hommes, je crois, tous plus de 50 ans, entre 50 et 70 ans quand je leur ai parlé de mon projet. Pas de femmes? 0 femme. Ok. 0 femme. En quelle année ça? 2017? Ouais, un tout petit peu avant, 2016 je pense. Ok. Et donc je leur parle de mon projet, ils me font sortir, une demi-heure après je rentre, et ils me disent non mais mademoiselle, on peut pas vous prêter d'argent, vous allez droit dans le mur, vous voulez sortir une marque avec un produit, personne ne fait ça, sortez plutôt un e-commerce qui vend plein de produits capillaires et vous vendez les vôtres dedans. Mais nous en tout cas on vous prête pas d'argent, vous avez des enfants en bas âge, vous avez une situation compliquée, votre mari est au chômage, vous avez un bon job, vous venez de l'art, restez dans l'art, vous avez l'air d'y exceller, c'est très bien. Voilà ce qu'on m'a répondu. Tu soulignes une grosse problématique qu'on rencontre, je pense, souvent, c'est que on lance souvent des entreprises avec un pôle emploi derrière, parce qu'on a peut-être des fois quitté un métier. Du coup, forcément, au bout d'un an, si tu es en train de pitcher et qu'on te demande ton dernier avis d'imposition, s'ils voient ressources, pôle emploi, etc., eux, ils regardent que ça, en fait. Ce qui les intéresse, des fois, c'est même pas l'idée, c'est est-ce que derrière, elle a l'argent pour potentiellement rembourser. C'est ça, c'est la situation. Alors que des fois, on parle de sommes, c'était pour combien ça? Je demandais 20 000 euros. Voilà, on ne parle pas de 150 000, 200 000 non, mais exactement. ou 500 K. Donc, et moi, j'avais mon CDI encore à l'époque. Hein. J'étais en CDI à temps plein. En plus. C'est peut-être ça aussi qui les a refroidis. Je gardais mon CDI. J'avais pas le choix. J'étais la seule à travailler à la maison. Tu vois. Ils ont eu cette vision de... elle va pas tout donner dans son projet. Du coup, les 20 000, on n'est pas sûr de les revoir. Exactement. Je pense qu'il y avait un amalgame de choses qui ont fait qu'ils étaient absolument pas chauds. Finalement, ma banque perso m'a quand même prêté de l'argent. Ils m'ont prêté 40 000 euros. Donc c'est quoi, crédit à la conso? Oui, c'était un truc de ce style-là. Okay. Si je ratais, c'était moi qui remboursais, quoi. Et vaut mieux mettre tout dans le pro. Exactement. Ouais. C'est vrai que des fois, voilà, là, tu vois, le risque que tu as pris, il est assez fou quand même. C'est ça, encore une fois, tu vois. Mon mari ne bossait pas, moi j'avais mon job, 3 enfants, j'étais le seul salaire. C'était un peu risqué. Du coup, 40K pour mettre quoi, 20 000 dans la boîte? Mais non, j'ai mis les 40K. C'était vraiment les 40. C'était ma première production. À l'époque, les labos, faut savoir que je suis arrivée sur le marché des compléments alimentaires. Il n'y avait personne à part les grands groupes pharmaceutiques. Donc moi, quand je suis arrivée et que je demandais des productions de 5000 unités, on me riait au nez. Il y a un laboratoire qui a accepté de le faire et ouais, j'en ai eu pour 40 000 euros à peu près en prod. Plus de 40 000 même. Et ça, c'était combien en volume à peu près? J'ai fait 5000 unités. 5000 unités, ok. Que j'ai reçues chez moi, dans ma maison. Il y en avait partout dans mon salon. Enfin, c'était n'importe quoi. Je me disais, putain, j'avais des palettes. Ouais. Si je les vends pas, je fais quoi? Et du coup? Je les ai vendus en 6 mois. 6 mois, ok. C'est un bon ratio, ça, pour un début Je demande, parce que ça me paraît énorme. 5000 unités en 6 mois, tu démarres et tu viens de lancer la boîte. C'est énorme, ouais. Et comment, du coup, tu as réussi à vendre ces 5000 produits Encore une fois, je pense que, je vais pas mentir, je pense que je suis arrivée au bon moment. Moi, je suis pas du tout la chef d'entreprise qu'on imagine. Je suis d'abord une consommatrice, une grosse consommatrice de produits capillaires. Ouais. Et en fait, je parlais juste avec des filles qui avaient les mêmes problématiques que moi. J'échangeais. J'ai créé des articles de blog
via mes réseaux sociaux, je donnais beaucoup de conseils sur la façon dont moi, avec mon alopécie androgénétique, je prenais soin de mes cheveux, comment je faisais pour qu'ils tombent moins, comment je faisais pour avoir du volume. Et en fait, les filles venaient naturellement vers moi parce qu'elles se retrouvaient en moi. Moi, j'étais pas là pour leur faire une vente. C'est-à-dire que si je leur disais, je leur disais dans une même phrase qu'elles pouvaient prendre de l'huile de ricin pour traiter une problématique, et à un autre moment, qu'il serait bien quand même de faire une cure de complément alimentaire. J'étais pas dans la vente, j'étais dans le conseil et dans l'aide de personnes qui avaient des problématiques similaires aux miennes, en fait. Et c'est ça, je pense, qui fait que ça a fonctionné. C'est que les filles sentaient bien que j'étais pas là pour devenir milliardaire, j'étais là pour proposer une solution à un problème. Et du coup, principalement, donc, la vente des 5000 unités via les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Et uniquement ça. J'avais absolument pas d'argent. Je faisais pas d'ads. J'avais plus d'argent, j'avais tout mis dans ma prod. Publicité payante. Je faisais pas de publicité payante, je faisais rien de tout ça, je savais même pas ce qu'était le marketing à l'époque. Donc ouais. Tu représentais Madame la Présidente avec ton Insta C'est exactement ça, et mes articles de blog. Ouais. Okay. Et un site internet qui a été fait par une stagiaire qui avait accepté de m'accompagner sur le truc. Ok, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu vois que ça se vend aussi rapidement? Tu prépares déjà l'après, le moyen long terme? Est-ce que tu as réussi à avoir une vision? Tu t'es posé peut-être une journée pour travailler un petit peu les différents objectifs de vie Mais non, ça a été hyper freestyle jusqu'à il y a 2 ans. Okay. Vraiment, tout a été tellement vite que j'ai pas eu le temps de me poser, de me dire ok, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma vision? Où je veux aller, etc. Donc non, vraiment, j'ai pas eu le temps de faire ça. Après, je pense pas que j'ai la concentration nécessaire pour le faire non plus. Mais quand je te dis que tout s'est vendu en 6 mois, 6-8 mois, il y a quand même eu 2-3 mois de démarrage hyper compliqué, hein, où j'avais une vente toutes les semaines, une vente après 2 ventes, 3 ventes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça explose. Et comment tu as fait du coup? Parce que si tu avais tous les produits à la maison, admettons, tu as 10 commandes dans la journée, donc tu étais dans ton salon à remplir les petits cartons. En pleine nuit, parce qu'en fait, j'allais travailler. De colis, quoi. Mais bien sûr, j'allais travailler, je rentrais le soir, je récupérais mes enfants, je m'occupais de mes enfants. Une fois qu'ils étaient couchés vers 8h30, 9h, c'est là que je commençais ma journée, Madame la Présidente, en fait. J'allais venir, c'est quoi le quotidien d'une mère, d'une entrepreneur et d'une femme aussi, mariée, quoi. Donc, il y a 3 choses à gérer. Et pas des moindres, comme tu peux le savoir, puisque tu es un homme. Non, bien sûr, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est marrant, parce qu'on pose cette question qu'aux femmes, on la pose jamais aux hommes. Et on devrait. Et on devrait, ouais. Et on devrait, mais sauf que, moi, je te le dis plutôt cash, c'est pas trop à la mode, et encore en 2023, aujourd'hui, malgré Instagram, avec tous les différents comptes, tu vois, qui peuvent aider les papas à appréhender la vie de famille, la vie au sein d'un foyer, etc. C'est nombriliste, non? Mais tu peux pas casser des siècles et des siècles et des siècles de patriarcat en 5 ans, malheureusement. Donc il y a encore du travail. Le travail est en train de se faire petit à petit, mais il faudra des années. Donc continue à me poser ce genre de questions, ça me dérange pas d'y répondre. Ouais, tu peux même des fois me la retourner, je peux même te répondre et faire une petite aparté dans ce podcast, avec grand plaisir. Donc je t'invite à répondre en première. C'est quoi du coup le quotidien au départ, c'était ça. Avec ces trois fonctions finalement. Au départ, quand j'avais encore mon job à plein temps, c'était ma journée de travail. Le soir, je rentrais, je m'occupais des enfants. Enfin, je m'en occupais aussi avant le travail, le matin, bien évidemment. Je m'occupais des enfants. J'avais encore un bébé, donc tu sais ce que c'est les bébés, ça se réveille la nuit, ça a des horaires décalés, etc. Pas de nounou? Pas de nounou, mais elle était en crèche. Okay. Si, elle était en crèche. Donc, une fois que toute la partie enfants était gérée, qu'ils étaient au lit, là, je me mettais à mon travail sur Madame la Présidente. Donc, faire mes colis, faire mes articles de blog, faire ma com, faire ma compta. Cette chose me fait encore vomir après 6 ans, mais je la fais plus, heureusement. Ouais. Et voilà, toutes ces choses-là, c'était moi qui les faisais, en plus, parce que j'étais absolument toute seule. Donc, il n'y avait même pas moyen de déléguer à qui que ce soit. Et ça, du coup, là, quand tu me parles déjà des commandes, de la gestion aussi à la maison, tu étais toute seule, donc tu as créé l'entreprise solo et tu as tout développé solo les 6 premiers mois. Exactement, oui. Ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui m'entoure. J'ai du mal à faire confiance. J'ai du mal à faire confiance. Parce que je suis quelqu'un de très naïf à la base et je sais très bien que je m'entoure de n'importe qui, en fait.
Donc, et j'ai confiance, donc, et ça se passe toujours mal en général. Donc non, j'aime bien l'idée d'être maître de mon bateau, de prendre mes décisions, de me planter moi-même et de ne pouvoir m'en prendre qu'à moi. Et si ça réussit, ben, c'est cool. Et là, aujourd'hui, c'est grâce à l'équipe. Mais non, ça a toujours été une velléité de ma part de faire les choses seule. Et en 6 ans, quand même, tu as pu progresser un petit peu sur cette naïveté maladive? Bien évidemment. La vie m'a rappelé assez bons souvenirs. Donc non, ouais, je me suis pris tellement de gifles qu'à un moment, tu t'endurcis. T'as pas le choix, de toute façon. Donc j'ai des bonnes gifles. Donc oui. Surtout quand on touche à ton bébé. À ton bébé, Madame la Présidente. Exact, mais c'est vraiment un 4e enfant, une société. Je pense, quand le projet te tient tant à cœur. Encore plus quand tu commences à avoir 1, 2, 3, 4 salariés, et ainsi de suite. C'est ça. Il y a des gens qui dépendent de toi financièrement parlant. Et si demain tu fermes la boîte, c'est pas tout le monde qui arrive à réenclencher des recherches alors qu'ils pensaient que tout se passait bien au sein de l'entreprise. Exactement. C'est quoi les qualités primordiales pour guider une équipe ? Je pense qu'il faut que pour être un bon leader, il faut savoir partager son engouement. Faut qu'il transpire et que l'équipe sache s'en imprégner. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Je pense qu'il ne faut pas être trop naïve et trop dans le maternalisme, ce qui a été un problème pour moi pendant pas mal d'années, où je prenais vraiment sur moi la vie de mes salariés, leur bien-être ou leur mal-être, jusqu'à ce qu'ils viennent dans mon bureau pour me parler des problèmes qu'ils pouvaient avoir avec leurs conjoints, leurs parents. Donc tu avais ce côté psy, voilà. Psy, maman, grande sœur, etc., qui est très mauvais en fait. Voilà, j'ai dû apprendre à travailler là-dessus, clairement. Mais franchement, je pense que c'est dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui est le plus dur pour moi. Être un bon dirigeant, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, les gens, à partir du moment où tu as des collaborateurs, les gens ne se rendent pas compte que tu es une personne à part entière, avec toi aussi tes insécurités, tes émotions, etc., que tu fais au mieux et que tu essayes vraiment de faire au mieux pour que tout le monde soit bien. Mais malheureusement, c'est comme ça que la société est construite. C'est la méchante société, le méchant patron, versus les collaborateurs. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué d'endosser ce rôle-là quand tu n'as toujours été animé que par le bien et l'envie de faire bien autour de toi et l'envie de contenter tout le monde. Donc c'est hyper frontal en fait de devenir manager d'une équipe. Et tu pourrais dire aujourd'hui que tu es toi-même ou pas ? Je pense qu'il le dit. Je pense que mon équipe pourra le dire mieux que moi. Je pense toujours être quelqu'un d'hyper ouvert et de présent quand on a besoin de moi, mais j'essaie de prendre beaucoup de recul. Donc là, mon équipe s'en plaint pas mal, mais je suis beaucoup moins présente au bureau justement pour pas être tout le temps à leur côté. Tu vois, je veux leur permettre de s'épanouir, de prendre de la place, etc. Donc moi, je m'efface un petit peu pour qu'eux puissent en prendre. Toi, au niveau, par exemple, là, si on devait aborder un petit peu l'aspect développement financier de l'entreprise. Toi, ça a été quoi la croissance et de quoi tu as eu besoin pour développer au point où tu en es aujourd'hui en 2023 ? Alors déjà, nous, on a toujours fonctionné en autofinancement. Ok. J'ai pas ouvert mon capital. J'ai quasiment pas fait de prêt à la banque, à part le premier. Et après, pendant la période Covid, on a refait un prêt pour nous permettre de passer la période. Mais on est vraiment en fonds propres, en fait. Tu vois, je me conduis vraiment comme une bonne mère de famille. Je dépense ce que je gagne, on en met de côté pour développer les nouveaux projets, etc. La croissance, les 5 premières années, c'était Et ce qui est marrant, c'est qu'on était toujours entre 250 et 260% de croissance d'une année à l'autre. Ouais. Donc, première année, je crois qu'on a fait 90 000 euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, on a fait 360, je crois. Troisième année, on a fait 1 million. Quatrième, je te dis pas de bêtises. Hein. Quatrième, 3 millions 6. Ouais. Et là, on va clôturer la 5e. Le 4e. Je sais plus, ouais, c'est ça. Bon, là, on clôture la oui, parce que c'est vrai que, et ça je peux le dire aussi à ceux qui nous écoutent, quand on crée une entreprise, je sais pas moi, en mai 2023, on n'est pas obligé de faire un bilan à décembre 2023, mais décembre 2024. Ouais. Donc compter 1 an et demi justement pour avoir un vrai bilan à présenter aux banques si derrière il y a des prêts à faire pour développer la croissance. Est-ce que toi, tu es focalisé, tu vois, sur
Ok, en termes de communication, faut qu'on parle à ces femmes-là uniquement, ou est-ce que vraiment tu ouvres un petit peu la com, le marketing à un peu tout le monde finalement? Non, il faut savoir que quand j'ai créé Madame la Présidente, il y avait ce désir et cet objectif absolu d'avoir une marque qui parle à tous les types de cheveux, du cheveu le plus lisse au cheveu le plus crépus. Ouais. Je j'aime pas cette idée de communautarisme et j'aime pas cette idée de se dire que on fait des produits que pour une typologie de cheveux. Parce que moi, je l'ai vécu pendant des années à aller chercher des produits qui étaient absolument pas pour mon type de cheveux et c'était hyper frustrant pour moi. Et ça m'a pas aidé à me construire dans mon être parce que les cheveux, c'est ton identité, ton héritage, etc. Et donc, j'avais pas envie de le faire dans un sens ou dans l'autre. Dans les faits, la première communauté qui est venue vers moi, ce sont les femmes aux cheveux bouclés, frisés, crépus, parce qu'elles ont les mêmes problématiques que moi. Et donc, quand je discutais avec elles, quand j'écrivais mes articles de blog, c'était des choses qui leur parlaient plus directement. Mais tous nos produits sont étudiés pour convenir à des femmes aux cheveux très lisses jusqu'aux femmes aux cheveux les plus crépus. Ok, vous arrivez à identifier un peu le pourcentage du coup de type de cheveux au sein de la boîte ou... Ouais. Au démarrage, c'était 90% de cheveux bouclés, frisés, crépus. Ok. Là, on avoisine les 60% de cheveux bouclés, frisés et crépus et 40% de filles aux cheveux lisses. C'est quoi? C'est la communauté afro-caribéenne ou on peut aussi avoir la communauté maghrébine aussi qu'on peut oublier quand on parle justement de cheveux bouclés crépus? Ou les caucasiennes aux cheveux bouclés. Ok. Ouais, bien sûr. C'est quand on parle de communauté. Moi, je te parle vraiment de typologie de cheveux. Je te parle pas de zone géographique. Ok. Et tu vends où aujourd'hui? Alors, on vend toujours sur notre site internet. C'est 50% de notre chiffre d'affaires. Et les 50% restants sont des revendeurs. On a plus de 1000 revendeurs aujourd'hui, dont des pharmas, de la boutique spécialisée, tu vois, dans le capillaire, les coiffeurs. On est au Printemps Haussmann. On est chez Nocibé. Ok. Voilà. Ok, et d'un point de vue localisation, t'as pu conquérir le marché des États-Unis ou pas encore? On est dessus. Vous êtes dessus, ok. Parce que là, vous vendez en Europe, vous vendez un petit peu en Afrique. Comment ça se passe là? Exactement. On est principalement en France, en Europe, Afrique, Nord, jusqu'au Sénégal et Ouest. Et on vend aussi un petit peu en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Mais pour l'instant, c'est encore anecdotique par rapport à notre chiffre d'affaires. Ok. Et du coup, ça serait quoi? Parce que vous n'avez pas de point de vente de tête. De point de vente à nous, non. Madame la Présidente, non, pas du tout. C'est voulu ou... Ouais, non, j'en ressens pas le besoin. Tu sais, on a une gamme très limitée. Hein. On a 16 produits. Je me vois pas faire un magasin avec 16 produits. Je trouve que c'est chronophage. Je trouve que pour l'instant, ça n'a pas de valeur ajoutée pour nous. Qu'on a encore plein d'axes et d'objectifs, d'axes d'amélioration et d'objectifs à atteindre sur ce qu'on fait déjà. Donc non, pour l'instant, j'ai pas... des pop-up stores, oui, parce que c'est bien toujours de rencontrer notre communauté, on la rencontre durant des salons, etc. Pop-up store, oui. Un point physique à l'année, c'est pas quelque chose qui m'excite plus que ça. Ouais, surtout que tu l'as dit, 50% du chiffre d'affaires sur le site. Donc bon, si c'est pour avoir 3% via une ou deux boutiques, bon, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être pas. Bah, pas forcément, non. Parce que derrière, toi, il y a pas mal de charges, tu as aussi des salariés sur place qui font que ça, finalement. Exactement. Ouais. Alors que tu as ton équipe, du coup, au siège qui voit pas la clientèle et qui s'occupe de la stratégie de la marque. Donc, c'est ça. Mais on la voit quand même, la clientèle. Enfin, on la voit déjà parce qu'on échange énormément avec elle via les réseaux, etc. Enfin, oui, je l'ai vu en préparant cet épisode. Notre communauté, nos clientes, elle est toujours au cœur de nos discussions, de nos préoccupations. On a un programme ambassadeur, on les questionne constamment. Enfin, on est hyper proche de la communauté et on fait tout par rapport à leurs demandes, à leurs envies et à leurs réflexions. Ouais, parce que ce que j'allais te demander aussi, c'est est-ce que vous créez des produits des fois quand l'idée vient des clientes? Mais évidemment. Mais tu sais, ce qui est hyper marrant, c'est que quand j'ai démarré, à chaque fois que je sortais un nouveau produit, je le co-construisais avec la communauté, jusqu'au packaging.
Et moi, je ne me rendais pas compte à l'époque que tu avais besoin d'avoir une identité graphique similaire, etc. Et si tu regardes les produits Madame la Présidente au départ, mais c'était du grand n'importe quoi. Et quand j'allais voir des pharma ou quelques revendeurs que ce soit, tout le monde me disait, mais je ne peux pas mettre ça sur mes étalages, en fait. Enfin, le premier produit ne ressemble pas du tout au deuxième et ne ressemble pas du tout au troisième. Esthétiquement, c'était du grand n'importe quoi. Et c'est au bout d'1 an et demi que je me suis dit, merde, il faut que je revoie tous les packs, en fait, parce que ça va pas du tout. Donc, c'est pour te dire à quel point l'avis de la communauté était respecté à la lettre. Tu vois, c'est elle qui choisissait les couleurs des packs, c'est elle qui choisissait tout. Ah ouais, ça veut dire vraiment sondage Instagram. Live, etc. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Donc, vous préférez qu'on sorte d'abord ce produit-là. Très bien, on va le faire. Ouais, tu le fais un peu moins aujourd'hui ? Non, je le fais pas moins, je le fais différemment. Okay. C'est qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus structuré. Ben forcément, tu vois, j'apprends avec le temps, je continue pas dans les mêmes erreurs, mais tout est beaucoup structuré. C'est-à-dire qu'on les questionne constamment sur chacune des étapes, mais c'est beaucoup plus cadré. Donc on reste, nous, dans notre charte graphique, on reste dans nos... Enfin voilà, mais si, toujours, mais de façon cadrée. D'ailleurs, comment t'es venu ce nom ? Madame la Présidente. C'est vrai que je ne te l'ai pas demandé, ça m'est pas venu à l'esprit de demander dès le début. Bah, Madame la Présidente, j'ai pas réfléchi. J'ai noté une bonne centaine de noms, dont au moins 97 étaient hyper pourris. Je suis arrivée avec 3 noms, dont Madame la Présidente, parce que j'aimais bien la force que ça représentait. Tu vois, c'était vraiment l'idée de mettre les femmes en avant, de leur redonner leur pouvoir dans leur naturalité, etc. Donc j'aimais beaucoup ce nom-là. Il y en avait 2 autres dont je me souviens plus. Et après, j'ai fait tourner un petit peu autour de moi et tout le monde m'a dit que c'était plutôt pour celui-là que je devais opter. C'était quoi le nom le plus pourri dont... Ah, mais j'ai des sacrés noms pourris. J'avais des sacrés noms pourris. Qu'est-ce que j'avais Il y avait des mauvais jeux de mots avec la pousse et les cheveux. Enfin, il faudrait que je la ressorte, cette liste. Je suis sûre qu'elle est quelque part. Oui, ça peut... Bon, il y a peut-être des gens qui vont regarder cette liste et récupérer 2-3 noms pour copier le concept, mais bon courage à eux. Moi, t'es la première femme de ce podcast, et pour moi, c'est important, parce qu'on l'a évoqué un petit peu, tu vois, quotidien de maman, de femme, et en même temps d'entrepreneur. Être une femme dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je ne saurais pas te le mettre en opposition à un homme entrepreneur, parce que je ne suis pas un homme. En revanche, être une femme entrepreneur, je pense qu'il y a... Tu sais, c'est toute la façon dont tu appréhendes les choses, où tu appréhendes ton métier qui est différente. C'est-à-dire que... Je suis désolée de reparler de charge mentale et je sais que c'est chiant pour certains. Non, mais moi t'es là aussi pour parler de ça, parce que l'objectif, c'est que des hommes et des femmes s'identifient à toi. Et j'ai bien dit des hommes aussi, hein. Donc ouvrez bien vos oreilles. Mais c'est important pour moi de faire vraiment une partie de l'épisode sur ce sujet-là, dont on parle très rarement, trop rarement, et où des fois, la plupart du temps, c'est des femmes entre elles qui évoquent le sujet. Mm-hmm. Et ça me dérange un petit peu. C'est pour ça que c'est un grand plaisir de t'écouter. Donc, En fait, honnêtement, je pense qu'on a tellement été éduqués depuis, de génération en génération pour tout gérer dans une maison, que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vachement plus simple pour une femme que pour un homme, probablement. Parce que moi, j'ai jamais eu de sentiment... Alors, je sais pas comment... Encore une fois, je ne sais pas comment c'est pour les hommes et je me garderais bien de me mettre à leur place. Mais malgré les milliards de choses que tu as à gérer quand tu es entrepreneur, parce que c'est le cas, tu vois, surtout quand tu démarres, c'est toi qui fais ta com, c'est toi qui fais ta compta, c'est toi qui fais tes business plans. Et c'est hyper naturel pour nous de passer d'un sujet à l'autre, de les enchaîner jusqu'à tard le soir, de rentrer et de gérer la vie de famille. C'est des choses qui nous ont été inculquées et dans lesquelles on a été conditionnés. Donc, en fait, moi, j'ai jamais eu... ça n'a jamais été douloureux pour moi de devoir faire toutes ces choses-là. L'épuisement, c'est quelque chose que tu connais déjà en tant que parent. Donc, je l'ai vécu avec mes 3 enfants qui avaient tous 2 ans d'écart. Donc, tu vois, il y avait aucune découverte pour moi, à part les nouveaux métiers, parce que j'ai découvert ce qu'était le marketing, j'ai découvert ce qu'était la compta, j'ai découvert tous ces trucs-là. Il n'y a rien qui était... Il n'y a rien qui s'est fait dans la douleur, en tout cas. Tu me dis, si je résume bien, finalement, être entrepreneur comparé à être une mère, ou être une femme,
Ouais, moi je trouve que c'est similaire en fait. Je trouve que être mère, c'est être entrepreneur. Tu vois, tu dois gérer le quotidien de tes enfants. Souvent, tu gères le quotidien de ton mari, tu gères le quotidien de ta maison. C'est déjà de l'entrepreneuriat en soi. Donc, il n'y a rien de très nouveau quand j'ai démarré Madame la Présidente. Vraiment, Ouais, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'hommes qui, encore aujourd'hui, malheureusement, qui s'occupent de rien à la maison. Oui, il y en a qui s'occupent d'énormément Pas de choses des et il y en a qui enfants. s'occupent de tout. Voilà. Mais il faut pas se leurrer. Dans la majorité, encore, ça reste les femmes qui gèrent tout. Donc, moi, quand j'ai démarré Madame la Présidente, j'ai l'impression que c'est une bouffée d'air frais. C'était un vrai kiff pour moi. J'avais l'impression de sortir ma tête de mon quotidien et c'était plus quelque chose de... J'ai assimilé ça presque à un sport que je pouvais faire ou à quelque chose qui me changeait vraiment les idées. Donc pour toi, c'est vrai que une femme, quand elle a des enfants, si elle n'est pas stimulée à côté, finalement, l'épanouissement, il est pas total. On mène pas sur une pente glissante. Il y a des femmes qui s'épanouissent pleinement en étant mère et c'est absolument génial. Et moi, je m'épanouis énormément en tant que maman. Et tu vois, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour que mes enfants soient fiers de moi et leur montrer l'exemple et montrer à mes filles et à mon fils également que tout est possible à partir du moment où on y met les efforts et on a la volonté. Donc tout ce que je fais, c'est pour eux et j'arrêterai Madame la Présidente demain sans aucun problème si je sens que mes enfants en souffrent. En revanche, pour moi, c'était un équilibre absolument indispensable d'avoir autre chose en dehors de ma maison et de ma famille, ouais. Dans lequel je m'épanouisse. Parce que comme je te l'avais dit, je ne m'épanouissais plus du tout dans le poste que j'ai occupé à l'époque. Ok. Et justement, toi, les défis en tant que mère entrepreneur, ça a été quoi ? Un des défis principaux, ça a été de savoir arrêter mon métier d'entrepreneur à une certaine heure chaque jour pour m'occuper de mes enfants. C'est vrai que quand tu démarres une entreprise, tu as besoin d'y mettre énormément de temps. Mais tes enfants aussi besoin d'énormément de temps. Donc, j'ai dû apprendre à gérer mon planning pour ne pas délaisser mes enfants. Parce que, en fait, tu te laisses happer par le développement de l'entreprise et ça peut aller très, très vite. Et c'est absolument pas ce que je voulais. Donc, un des plus gros défis, ça a été de savoir compartimenter les choses. Quand je suis à la maison, je suis avec mes enfants, je laisse mon téléphone de côté et je m'occupe d'eux. Et une fois qu'ils sont couchés, là, je m'y remets jusqu'à pas d'heure. Mais au moins, j'ai eu mon temps privilégié avec mes enfants. Je me suis occupée uniquement d'eux. Ça a été hyper compliqué et je vais absolument pas te mentir. Il y a encore des moments où je me surprends, non. Où mes enfants me font la réflexion. Maman, pose ton téléphone, t'es trop sur ton téléphone, tu t'occupes pas assez de nous. Mais je pense que le vrai défi quand tu es maman, c'est de savoir faire le distinguo entre ton métier et ta vie de famille. Ok, parce que c'est vrai que tu m'évoques un peu le quotidien, mais du coup, tu dormais quand ? Mais des fois, c'était jusqu'à 5h du mat. Pour se réveiller à quelle heure, du coup ? Pour me réveiller à, 6h45, 7h, probablement. Non, mais c'était... Mais si, en fait, c'est ce que je vais te dire, c'est qu'en vérité, je pense qu'à partir du moment où tu démarres l'entrepreneuriat, tu fais un peu une croix sur ton sommeil réparateur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de dormir un peu plus, sauf que je me réveille en pleine nuit en me disant « mince, j'ai pas traité ça, j'ai pas géré ça, j'ai pas... » Et en fait, quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, ils me racontent exactement la même chose. C'est la vie d'entrepreneur. Tu fais une croix sur tes 10 heures de sommeil. Sachant qu'en plus, toi, tu as eu le combo. Tu as eu maman... les enfants et l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, du coup, j'étais déjà dedans, tu vois. C'était naturel pour moi. Ça n'a pas été... Ok, donc ça t'arrivait des fois de travailler la nuit et finalement, bébé se réveille et j'étais pour là. Le biberon. Et j'étais là. Mais c'est ça, mes enfants, quand j'ai démarré, ils avaient 1 an, 3 ans et 5 ans, je crois. My God. Donc c'était des bébés, tous. ouais, donc ils ont tous besoin d'une attention particulière. Comment tes enfants te voient ? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu manigances, si on peut appeler ça comme ça ? Est-ce qu'ils ont un regard du coup bien précis, tu vois, de ce que tu fais au quotidien, ou tu leur vends ton entreprise comme j'aide les gens à se sentir mieux et j'ai quelques produits pour ça. Alors, pendant longtemps, pour mes enfants, j'étais juste la présidente. J'étais Madame la Présidente, donc ils allaient à l'école en disant que leur mère était Madame la Présidente. Ça faisait beaucoup rire les profs et les mamans.
Et ça me faisait honte, bien sûr. Mais là, ils étaient au courant, du coup, les moments je leur expliquais. Ouais. Je devais leur expliquer. Donc, c'était mes meilleurs commerciaux, en fait, mes enfants. Et là, ils ont grandi maintenant. Donc ils comprennent, ils ont bien les enjeux. Ma fille et mon fils ont pour objectif de travailler dans ma société plus tard. Donc, ouais, non, aujourd'hui, ils savent bien ce que je fais. Ouais. Ok. Et justement, tu veux quoi, toi, pour eux, en faisant tout ça? Parce que tu m'as évoqué le fait que cette entreprise-là, c'est aussi en quelque sorte pour eux que tu le fais. Parce qu'indirectement, voilà, on transmet pas mal de valeurs à travers le business, hein, parce qu'on est tous un peu concernés par ça, nous qui entreprenons. Qu'est-ce que tu aimerais, du coup, pour eux, quand ils seront en âge de travailler, de lancer n'importe quel projet, de vivre la vie qu'ils ont envie de mener? Mais en fait, tu es en train de décrire exactement l'ambition que j'ai pour eux. C'est que moi, je veux que mes enfants se sentent libres. Ce qui n'était pas mon cas quand j'étais jeune. Tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était inaccessible. Certains métiers étaient inaccessibles. Il y avait énormément de choses qui étaient inaccessibles dans ma tête. Ouais. Et je veux que mes enfants grandissent en comprenant que tout est possible, que quoi qu'ils aient envie d'accomplir dans leur vie, ils peuvent le faire. Et par mon petit exemple, je veux leur montrer que ce soit dans l'art, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que sais-je, dans la philosophie, je veux qu'ils sachent qu'ils ont les capacités de le faire s'ils mettent les efforts dedans. C'est beau. Et finalement, t'arriveras à faire tout ça. J'ai l'impression, en tout cas, que tu arriveras à mettre tout ça en place pour eux, tant que Madame la Présidente continuera de grandir, je l'espère, à tes côtés. Écoute, parce que tu n'es pas à l'abri d'avoir une offre dans 2 ans. Ça a peut-être déjà été le cas même avant, mais d'avoir une offre d'un mastodonte qui dit tiens, cette communauté-là, si on la récupère, on peut faire encore beaucoup plus. Et du coup, récupérer un marché porteur pour des marques de luxe ou... Ça fait 2 ans qu'on a des offres régulières, ouais. De très très gros, effectivement, de très très grands groupes, de plus petits groupes, mais ça fait 2 ans qu'on a des offres régulières. Moi, je me sens pas... C'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. C'est pas ton timing non plus, je pense. C'est moi qui fais mon timing et ça, c'est un problème. Tu vois, c'est le côté non businesswoman de mon être. Je suis assez têtue et j'ai envie d'amener Madame la Présidente à un certain endroit. Quand je l'aurai fait, là, je serai peut-être ouverte à autre chose. Pour l'instant, j'ai encore trop de choses à prouver avec cette marque pour la laisser filer. Ouais, parce que finalement, c'est quoi la mission de Madame la Présidente ? Mais la mission, ça a toujours été la même depuis 5 ans. Toutes les femmes et les hommes se retrouvent autour d'un ADN super fort qui est le fait de se sentir bien dans son corps, quel que soit son physique, quels que soient ses cheveux, quelle que soit sa couleur de peau. C'est un truc qu'on nous a trop ôté pendant ma jeunesse, pendant des années où on ne voyait dans les magazines, où on ne voyait sur les marques, les marques que des femmes blondes, filiformes, aux cheveux lisses, aux yeux bleus, à la peau laiteuse. Et ça a été hyper douloureux pour moi inconsciemment. Je m'en suis rendu compte en étant adulte. Je me suis rendu compte en étant adulte que c'était tous ces faits-là qui avaient été délétères pour moi. Mais aujourd'hui, je veux que toutes les femmes se sentent représentées dans la société, dans des marques de cosmétiques. Et je veux leur prouver que c'est OK d'avoir des cheveux lisses, des cheveux bouclés, des cheveux frisés, des cheveux crépus, d'être grosse ou d'être maigre, d'être très très blanche ou très très noire. Enfin, voilà, c'est ça l'objectif premier de Madame la Présidente. Après, comme tu le sais probablement, on reverse une partie de nos bénéfices avant la Fondation des femmes. Aujourd'hui, on va travailler vraiment en lien direct avec la Maison des femmes de Saint-Denis. Donc on a ce côté très, très engagé pour la cause féminine depuis le début. Et j'ai à cœur de continuer sur cette vibe-là. Donc c'est pour ça que je reste indépendante pour le moment. Il y a quelque chose que tu as dit qui me parle énormément parce que on est la génération qui a grandi avec Barbie, mais Barbie avait qu'une couleur de peau. Ouais, c'est ça. Et c'est il y a 10 ans peut-être moins, où j'ai vu la première Barbie noire sortir, sachant que c'est pas si compliqué à faire, mais toutes ces entreprises-là qui ne regardent que ce qui les intéresse finalement et ne veulent surtout pas du coup ouvrir à cette fameuse diversité qui est normalement très naturelle en tant qu'être humain. C'est ça aussi, j'ai l'impression, la mission de Madame la Présidente dans ce que tu viens de dire.
C'est finalement de faire comprendre aux petites filles que tu es qui tu es et tu dois t'accepter comme tu es. Et c'est une force finalement. Même si tu n'es pas assez représenté, ben, vous êtes énormément d'acteurs aujourd'hui, notamment sur la beauté. Ben, prendre le taureau par les cornes et lui dire maintenant il faudra compter avec nous et dégager un petit peu les et tu vois comment, bien sûr. Et tu vois comment le game est en train de changer, comme je t'ai dit. Maintenant, tu as tous les très gros qui viennent parce qu'ils ont compris qu'on avait du pouvoir d'achat. Et mais tu vois, j'ai l'impression que c'est la mauvaise raison. Mais évidemment que c'est la mauvaise raison. Mais parce que tu vois, il y a du pouvoir d'achat. Ah tiens, il y a de l'oseille à faire sur ce marché avec les femmes d'origine maghrébine, les africaines, les caribéennes. Génial, mais au final, tu regardes le why, il est horrible, quoi. Bien évidemment. Et c'est en ça que nous, on continue à faire de l'éducation et à faire comprendre aux femmes que dans leur consommation, elles ont aussi un pouvoir politique qui est hyper important, tu vois, qui est même essentiel, autant aussi essentiel que notre combat, en fait. Et vraiment, enfin voilà, Madame la Présidente, c'est ça, c'est ce combat-là, c'est le fait de se dire, on est là, on compte, et on est fiers de qui on est, de nos origines. Parce qu'encore une fois, les cheveux, tout le monde prend ça pour quelque chose d'hyper superficiel, mais c'est tout sauf superficiel, les cheveux. C'est ta généalogie, c'est tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres. Et si tu ne les acceptes pas, quelque part, tu vois, tu ne peux pas tu n'es pas fier de tes racines, tu n'es pas fier de qui tu es. C'est hyper compliqué de ne pas accepter ces cheveux. Et pendant des années, on nous a contraints à ne pas les accepter et à nous dire que pour être belle, il fallait avoir les cheveux lissés, que pour être professionnel, que pour paraître professionnel, il fallait avoir les cheveux lissés. Tu te rends compte ? Dans la construction de l'être, comment c'est compliqué ? Moi, tu vois, c'est des choses qui me touchent parce que en tant que personne métissée, j'ai vécu aussi pas mal de choses en tant qu'homme. Je sais qu'en tant que femme, c'est 10 crans au-dessus. Parce qu'il y a déjà la pression patriarcale qui existe depuis des siècles et des siècles. Et en plus de ça, si tu as quelqu'un avec une couleur de peau qui ne fait pas partie des standards, et en plus de ça, des cheveux qui ne font pas partie des standards non plus, la plupart des femmes n'arriveront jamais, tu vois, à conquérir un petit peu le marché du travail, l'entrepreneuriat, le business, etc. Et finalement, je comprends pourquoi du coup tu ne veux pas vendre cette entreprise et que tu as en tête bien plus de choses que ce que tu fais aujourd'hui. D'ailleurs, pour arriver là-dessus, c'est quoi les objectifs à moyen long terme là, de Madame la Présidente ? Alors, on a plusieurs. Un des objectifs principaux, c'est de devenir leader sur le capillaire naturel en France, déjà, d'ouvrir de nouveaux marchés à l'étranger. Ce sur quoi on travaille déjà. Toujours en e-commerce ? À l'étranger ? À l'étranger, pas forcément. Tu sais, oui, en e-commerce. De toute façon, les modes de consommation changent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui consomment que via Internet. Moi, j'ai pas le temps, donc je suis très peu dans les magasins et j'achète quasiment uniquement via Internet. Donc, y compris sur les autres marchés ? Est-ce qu'ils ont la même façon de... Alors non, il y a des marchés qui sont différents. Par exemple, tu vois, là, on a ouvert le Sénégal. Les moyens la manière de consommer était effectivement différente. Mais il y a toujours cette partie online. Quoi qu'il arrive. Et je pense que dans le futur, quoi qu'il arrive, la partie online tendra à se développer. Ok. Et du coup, donc, ouverture de nouveaux marchés. Quoi d'autre ? En fait, moi, mon objectif premier, depuis le jour 1 de Madame la Présidente, c'est de créer une fondation qui aiderait les jeunes filles, les femmes, encore une fois, je ne sais pas sous quelle tournure, mais à se sentir bien, les aider à la formation, à l'insertion. Tu vois, moi, j'interviens beaucoup auprès des jeunes femmes, en conférence, où je vais dans les écoles, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, je suis intervenue auprès de 15 jeunes femmes absolument incroyables, souvent issues de l'immigration, de banlieue, etc. Et en fait, quand elles me racontaient leur vie, j'avais l'impression d'être... c'était moi il y a 20 ans, tu vois. Elle te racontait, quoi. Mais c'était exactement ça. Et tu avais des jeunes filles voilées, tu avais des jeunes filles qui étaient en jogging parce qu'elles se sentaient pas bien dans leur peau. Tu avais des filles aux cheveux bouclés qui les tiraient à fond pour pas qu'on voit qu'elles avaient les cheveux bouclés. Et tu vois, le fait de passer une après-midi avec elles, j'ai eu l'impression que ça leur a débloqué des trucs incroyables. Et c'est ce qu'elles m'ont dit, tu vois. Elles m'ont dit, mais en fait, tu es nous dans 20 ans et
je peux faire autre chose qu'un BEP secrétariat, je peux faire autre chose qu'être comme je le suis actuellement, caissière chez Carrefour ou autre. Tu vois, ces jeunes filles-là, elles n'ont pas assez de rôle modèle et on ne leur ouvre pas dans les écoles, on ne leur ouvre pas assez le champ des possibles. Et c'est absolument dramatique. Et moi, je te jure, mon but ultime, c'est de créer une fondation qui travaille avec toutes ces jeunes-là, toutes ces jeunes femmes, et qui leur montre qu'elles ont un pouvoir incroyable et sans limite, et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait dans la vie. Donc ça, c'est mon but ultime pour Madame la Présidente. Parce que c'est bien de former. La plupart des gens, ils ont un diplôme, ils font quoi après ? Tu vois, moi, la table de l'insertion, je l'ai créée pour ça de base. Tu finis tes études, c'est génial. Tu as un master 2, bac plus 5. Tu dis à tes parents, regarde maman, regarde papa, j'ai un bac plus 5. Je vais tout détruire, je vais conquérir le marché du travail. Le lendemain du diplôme, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as rien préparé. Tu n'as aucune vision moyen-long terme. Tu ne sais pas qui tu as envie de devenir aussi. Moi, quand j'ai lancé cette entreprise-là, j'étais en train de finir mon master. Il y a eu le Covid, bingo. Je me suis dit, il y a 2 mois off. À la fin des 2 mois, tu ressors de là, tu as une vision sur les 6 prochaines années. Du coup, j'ai écrit les 6 prochaines années, j'ai dit, dans 6 ans, tu es cette personne-là. Et juste l'écrire déjà, tu l'as tous les jours en tête, inconsciemment. Et tu te rends compte que tu as fait 80% de ce que tu avais écrit il y a 3 ans. Et ce qui me plaît aussi dans cet épisode-là, c'est qu'on fait le bien avec authenticité. Et franchement, c'est génial d'avoir pu échanger là-dessus. Là, tu te doutes bien aussi qu'on arrive sur la fin de l'épisode. Quel conseil tu pourrais donner à tout un chacun ? Écoute, je vais te répondre quelque chose d'hyper basique, mais complètement essentiel. C'est le seul conseil que je peux donner, c'est de croire en soi et de ne pas se limiter. Ce qu'on fait tous. En fait, les objectifs qu'on veut atteindre sont beaucoup plus simples à atteindre que ce qu'on l'imagine, et la seule chose qui nous empêche de le faire, ce sont nos croyances limitantes. Donc vraiment, croyez en vous et foncez. Ne réfléchissez pas trop, parce qu'en fait, tout est beaucoup plus simple que ce qu'on veut nous le faire croire. Merci à toi, Myriam, pour ce moment. Sur quoi on peut te suivre aujourd'hui ? Il y a l'Instagram Madame la Présidente, pour la marque. Et après, moi, mon Insta perso, c'est Myriam Kalima Lone. Il est public. Et j'essaye, alors je ne suis pas encore assez régulière, mais j'essaye d'y parler d'entrepreneuriat, de toutes mes problématiques ou de mes petites victoires quotidiennes. Il faut que je m'y attelle pour être plus régulière, mais on peut me suivre là-dessus aussi. N'hésitez pas à suivre Myriam sur ces 2 Instagram et bien évidemment d'acheter les produits si vous êtes concerné, parce que vous l'avez bien compris sur cet épisode, il y a de la qualité et ça, faut creuser pour le savoir et tester. Merci à toi, Myriam. Merci. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao la famille.